le petit mouton, c'est le passé drapier de notre ville. Jacques Tanguy est un enfant du pays. Guide du patrimoine, il dévoile avec passion les dessous de sa ville natale aux visiteurs de passage. Pour nous faire découvrir son Rouen, Jacques a demandé à son ami historien Henri de Camp de le rejoindre. Bonjour Henri. Bonjour Jacques. Ravi de te voir. Moi aussi. Tu es l'historien un petit peu référent sur Rouen et je pense que tu es la meilleure personne pour nous faire découvrir ce monument exceptionnel qu'est la cathédrale de Rouen. C'est avec plaisir, on y va? On y va. Bien. Impensable pour Jacques de ne pas commencer par le plus prestigieux édifice de la ville, Notre-Dame de Rouen. La cathédrale de tous les records. La plus haute de France avec 151 mètres à la pointe de sa flèche, mais aussi la plus large avec 61 mètres de la tour Saint-Romain à la tour de Beurre. La façade en fait a été construite au XIIe siècle, mais elle a été remaniée au XIIIe, au XIVe, au XVe et au XVIe siècle. Elle est célèbre dans le monde entier grâce à Claude Monet qui est venu la peindre une trentaine de fois dans les années 1890. Ce n'est pas l'édifice en lui-même qui l'intéressait, c'était les jeux de lumière qui se produisaient à différentes heures de la journée, par des temps très différents. Monet a vendu les tableaux. Il les a vendus dans le monde entier. Et ça nous vaut énormément de visiteurs. C'est d'ailleurs amusant. Parce que les Japonais, Henri, quand ils descendent de l'autocar sur la place qui est derrière là-bas, la première question qu'ils posent, c'est pas où est la cathédrale de Rouen, c'est où est la cathédrale de Monet. Bien sûr. Et oui, c'est important pour notre porte-monnaie, soit dit entre nous. L'autre célébrité de Rouen se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Avant d'être reconquise par la France en 1204, la ville était l'un des fiefs de l'Empire plantagenet. C'est donc un célèbre roi anglais qui est inhumé dans le déambulatoire. Il était parfaitement chez lui. Il était duc d'Aquitaine, comte d'Anjou, de Poitou. Et voilà le gisant de Richard, cœur de lion. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'il est enterré à 3 endroits. Et oui, il est mort 3 endroits différents. En 1199 à Chalut. Il a reçu Limousin. C'est ça, oui. Il a reçu une flèche à l'épaule. Bien sûr, on l'a embaumé et on a laissé tous les viscères sur place. Ah oui, pas de frigo à l'époque. Hein, non. Et puis, son corps a été ramené à l'abbaye de Fontevraud. Et puis, il avait demandé à ce que son cœur revienne à Rouen, la ville la plus importante de ses Et d'ailleurs, il n'y a pas un empire. morceau de Richard qui a été enterré en Angleterre. Non. De roi d'Angleterre qui soit. Hein. Oui, c'est l'un de nos trésors. Bien sûr, beaucoup de personnes viennent voir ce gisant. Les Anglais aiment bien ce roi anglo-normand. Oui, Faut pas l'oublier quand même. Hein. Plus normand qu'anglais. Plus normand. Allez, on continue. Absolument. Il ne parlait pas un mot d'anglais d'ailleurs. Non. Mais Rouen est avant tout connu pour avoir vu la fin tragique de Jeanne d'Arc le 30 mai 1431. Pourtant, ce n'est que 500 ans après sa mort, à la faveur d'un chantier à la fin des années 70, que l'on a retrouvé l'emplacement exact de ce drame historique. Comment sait-on que c'est l'emplacement du bûcher ? Eh bien parce que vers 1843, un grand chartiste qui s'appelle Jules Quicherat a publié les textes des 2 procès. Du procès de condamnation, 1431, et du procès en annulation de 1456. Et ces textes sont très précis et décrivent en particulier le lieu du supplice. On sait que le bûcher avait été élevé entre le pilori sur lequel on présentait les condamnés et le cimetière de l'église Saint-Sauveur du marché, dont on voit encore le bas des murs. Donc ça nous situe à peu près là où se trouve la grande croix dite de réhabilitation qui se trouve à cet emplacement-là. Du Moyen-Âge, Rouen a conservé la splendeur. Des maisons à colombages, aux ruelles étroites. Mais le plus beau joyau de la ville est né à la Renaissance. Et voilà. On arrive aux grosses horloges. Voilà encore un monument majeur de Rouen, ce qui étonne beaucoup mes visiteurs. Une aiguille. Oui, il faut attendre un peu plus tard, le début du XVIIe, pour que l'aiguille des minutes arrive. Les moutons, c'est le symbole de l'industrie lainière. C'est d'ailleurs les armes de la ville de Rouen, tout à fait, puisque c'était la source de la richesse. Les draps de Rouen, faits avec cette laine des moutons, étaient renommés dans toute l'Europe. Au bas du cadran de 2,50 m de diamètre,
le semainier du Gros Horloge indique aux habitants de façon allégorique les jours de la semaine. Encore faut-il s'y connaître en mythologie. Chaque jour est représenté par son dieu romain, en quelque sorte. Comme les gens ne savaient pas lire, le lundi c'était Luna, Phobé, le mardi Mars, le mercredi Mercure, jeudi Jupiter. Comme nous sommes vendredi, c'est le jour de Vénus. Lorsque vous passerez à Rouen, rendez-vous à midi pile sous le Gros Horloge pour ne pas manquer la rotation du semainier. Aujourd'hui encore, l'histoire de la Seine-Maritime s'écrit au rythme de son fleuve. À 30 km de Rouen par la rive, Jacques nous emmène maintenant découvrir l'une des plus belles ruines de France, l'abbaye de Jumièges, un monastère bénédictin fondé au 7e siècle. Bonjour Jacques. Bonjour Caroline. Ça va? Ça va bien. Bienvenue à Jumièges. Sur place, il retrouve Caroline Bride, guide à l'abbaye depuis 3 ans. C'est une église qui est exceptionnelle du point de vue de l'art roman. C'est une des plus anciennes églises d'ailleurs de style roman normand par ailleurs. Et c'est aussi une des plus hautes. Là on a un petit record, 25 mètres. 25 mètres, c'est une taille de cathédrale. Exactement, c'est la plus haute église romane du duché de Normandie à cette époque-là. Et ce qui donne aussi cette élégance, c'est les 3 niveaux d'élévation, les 3 étages de l'église. Ça aussi, c'est un petit peu inédit pour l'époque. Alors, je vais te montrer un petit détail, d'ailleurs. Petit détail, j'aime beaucoup les détails. C'est par là. Souvent, les visiteurs passent devant sans l'apercevoir parce qu'il est un petit peu haut. C'est notre petit chapiteau à l'oiseau, juste ici. Oui. C'est une sculpture assez étonnante parce qu'on a un bel oiseau qui est emprisonné comme ça dans des rinceaux, sculptés. L'intérêt surtout ici, c'est que la sculpture romane, elle est assez rare dans l'église Notre-Dame. Les chapiteaux sont très lisses. Alors à part celui-là, et en plus, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'ici, il a conservé sa peinture d'origine. La petite couleur ocre qu'on voit là, c'est la couleur du XIe siècle qui est restée en place. Maintenant, je t'emmène voir un endroit qui est habituellement fermé au public. Donc c'est un petit privilège, tu vas voir. C'est un grand privilège. Même un grand privilège, oui. C'est vrai. Je vais pouvoir en profiter. Après toi, Jacques. Merci. Et voilà. Donc là, nous sommes dans la tribune occidentale. Alors, ce qui est très impressionnant ici, c'est les volumes, c'est l'espace, surtout cette superbe voûte en berceau qui est très très impressionnante. Et surtout, ça nous offre le point de vue qu'on voit ici sur toute la nef. Il n'y a pas de poteau intermédiaire, c'est quand même chouette. Alors ici, c'est une église qui a vu la venue de Guillaume le Conquérant. C'est un édifice qui est contemporain de son règne. Et surtout, l'église Notre-Dame, elle est achevée en 1066. C'est une date très importante pour les Normands. Oui, tu la connais. Guillaume n'est plus le bâtard. Exactement, il devient le conquérant. Et oui. Il part à la conquête de l'Angleterre. Il en revient victorieux, c'est tout l'intérêt. Et notre église Notre-Dame, elle sera terminée exactement la même année. Et il va falloir attendre 1067 pour que le duc Guillaume rentre d'Angleterre en Normandie. Et il sera présent pour un événement qui est très important pour l'église, c'est la consécration, c'est-à-dire l'ouverture au culte. Guillaume est là. Et on peut s'imaginer qu'il a pu assister effectivement à cet événement exactement à la même place que nous. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Dans cet édifice roman, fleuron de la région, une cinquantaine de moines vit ici depuis le XIe siècle. Mais à la Révolution, comme beaucoup d'autres monuments religieux, l'abbaye est démantelée dès 1795. Aujourd'hui, seul un tiers des bâtiments originaux subsistent. Je vais te faire rencontrer quelqu'un. Il s'intéresse à notre abbaye pour ses plantes et pour son parc, parce qu'il y a aussi des petits trésors dans le parc de l'abbaye. Oui. Bonjour Christophe. Bonjour. Ça va? Bien. Bien et toi? Bonjour. Bonjour monsieur. Alors Christophe est chef de son restaurant à Jumièges et de temps en temps il va faire quelques cueillettes. Vous utilisez les herbes des champs pour votre cuisine? Ah oui, c'est savoureux et c'est bon pour la santé. C'est génial. Je vous laisse, bonne cueillette. Merci, puis, au revoir au Caroline. revoir. Donc voilà, on va commencer par... Là, il y a du plantain. Du plantain. Ah voilà, mais le plantain, ça me dit quelque chose. Ça, on en donne au lapin, ou alors on s'en sert aussi depuis la nuit des temps contre les piqûres d'ortie. Ah, les piqûres d'ortie. Voilà. Ma grand-mère, je crois, utilisait ça. Oui, sûrement. Et tu l'utilises comment? Nous, on en fait une purée. On fait bouillir les feuilles et après on le mixe. D'accord, effectivement. Et ça dégage un goût d'artichaut. Goût d'artichaut. Voilà. On peut goûter, seulement ça a moins de goût cru. Oui, effectivement. Là, on ne retrouve pas. Il faut le cuisiner. Voilà. Mais il n'y a pas de risque d'erreur? Il y a d'autres plantes
comme la ciguë, et comme les carottes sauvages, la ciguë, tout ce qui se ressemble. Donc ça, j'évite d'y toucher, comme ça, je suis tranquille. D'accord. Tout ce qui est un risque, je prends pas. Tiens, bah, du salsifis sauvage. Ça, c'est très bon pour les gens diabétiques, les racines. Toutes les plantes sont un peu médicamenteuses, on va dire. On va ramasser quelques fleurs de trèfle. Ça, pour mettre dans les salades, c'est très bon. Et donc, il faut enlever tout ce qui est vert. Donc, ça va mettre une petite note sucrée, ça amène de la couleur. Mais pourquoi, justement, veut dire cueillir dans le parc de l'abbaye? Pour le cadre, qui est reposant, et il est entretenu naturellement. Comme il n'y a pas de pesticides ni rien, donc je suis sûr que ça, à manger, c'est bon. Bon, on va aller cuisiner? Allez, on y va. C'est parti. Sa parfaite connaissance des plantes comestibles, Christophe Mauduit la tient du chef étoilé Marc Vera, auprès duquel il a travaillé plusieurs mois. Dans son restaurant de Jumièges, cet amoureux de la nature offre depuis 2 ans une cuisine inventive où se mêlent plantes médicinales et traditions normandes. Jacques, on va commencer par trier les herbes. Bon, on trie. Allez. On remet tout ça. Mettre les fleurs par là. Ça, je suis encore compétent à ce niveau-là. Dans ce temps-là, je vais découper le canard. On va prélever les filets. Le canard, c'est vraiment une recette de la région quand même, hein. Vieille tradition. Ah bah oui, en Seine-Maritime, ils ont toujours mangé du canard. Eh oui. Ça, c'est quelque chose... Je crois que Rabelais est venu en manger d'ailleurs ici. Ah, ça, moi, l'histoire. Ah bah si, ça c'est plutôt mon domaine. Bon, alors qu'est-ce que tu vas nous faire alors? Alors, on va faire des cuisses en carpaccio. Et puis le filet qu'on va faire cuire, on va le mettre côté peau dans la casserole. Au menu aujourd'hui, canard cru et cuit et sa purée de plantain ramassée autour de l'abbaye. Une petite minute dans l'eau bouillante, puis Christophe mixe les feuilles en purée. Le chef prépare également des chips de menthe sauvage, frites dans l'huile frémissante. On tourne. Et quand il n'y a plus de bulles, c'est bon. Et donc, utilisation derrière? Utilisation pour la décoration. Donc on va l'éponger. On peut goûter? Ah oui, on peut goûter. C'est bon. C'est croustillant, c'est léger. Ça garde le goût de menthe. Reste à préparer le carpaccio de canard. Fleur de sel, poivre. La viande est ensuite marinée dans un vinaigre balsamique aromatisé à l'orange et un peu d'huile de colza pour son arôme de noisette. Maintenant, on va mettre les fleurs. On va mettre des fleurs, oui. Je vais commencer par les petites fleurs de trèfle. Je vais copier. Voilà. On ne les lave pas? Non, pas besoin. Dans le parc, il n'y a pas de produits chimiques. Maintenant, on va passer au salsifis. Ah bah très bien. Voilà. Joli celui-là. Salsifis. Alors, pareil. Même principe? Même principe, on en met un peu partout. Pas le vert. Hein. Non, que le jaune. Que le jaune. Est-ce que c'est bien, Christophe? Très bien. C'est bien comme ça. Je fais très attention. Très bien. Ah, ouais. C'est ta signature. Utiliser les herbes comme ça, c'est... Voilà, nous on aime bien. Bah, moi, j'aime bien. Et les gens nous disent qu'il y a beaucoup de saveurs. Puis en même temps, on fait un peu de médecine quand même. Donc voilà notre petite purée de plantain. D'accord. On va mettre à côté. Comme c'est joli. En plus. Ça fait de la couleur. Voilà. Le magret, juste rosé, le chef le déglace au cidre brut de Normandie. On va le faire réduire. À peine le temps pour Jacques de mettre la chips de menthe sauvage, dernière touche du dressage. Après, on va juste rajouter le petit filet de cidre réduit. Ah, ça va caraméliser. On dirait un sirop, oui. Voilà. C'est beau. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on peut passer une petite dégustation. Allez. Avec les petites fleurs qui sont pas seulement là pour être belles, hein. A priori, ça donne vraiment du goût. Un petit goût, hein. ouais. Beaucoup de goût. Tout à fait formidable.